StudyGate Digital Learning Technologies. État de choc cardiogénique. Alors, l'état de choc cardiogénique, c'est la forme majeure des insuffisances cardiaques aiguës. Donc, la physiopathologie, elle est simple, c'est une défaillance aiguë et sévère de la pompe cardiaque, que ce soit de la fonction systolique et ou de la fonction diastolique. Et comme conséquence, il y aura donc une diminution du débit cardiaque et donc une diminution de la pression artérielle moyenne qui gère la perfusion des tissus, d'où l'hypoperfusion périphérique. Et donc à l'échelle cellulaire, il y aura une anoxie cellulaire, une déviation vers le métabolisme anaérobique, donc l'acidose lactique, et la défaillance multiviscérale. Alors l'état de choc cardiogénique, il faut savoir que c'est le type de choc qui a le plus mauvais pronostic à court terme, une mortalité qui peut atteindre 70%. Pour les étiologies, l'étiologie majeure, c'est le choc cardiogénique primaire de l'infarctus du myocarde, qui présente à peu près 80% des états de choc cardiogénique. Pour poser le diagnostic de l'état de choc cardiogénique, c'est simple, donc on a 3 critères majeurs: une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure pendant au moins 30 minutes, ou bien une diminution des chiffres tensionnels par rapport aux chiffres de base de 30 mm de mercure, donc elle est importante chez les patients hypertendus, ou nécessité d'un vasopresseur pour obtenir une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure. Donc vous voyez que la pression artérielle diastolique, ma trop je fais définition, ni la pression artérielle moyenne. Deuxièmement, on a des signes cliniques qui traduisent l'augmentation des pressions de remplissage du VG. Les signes cliniques peuvent aller de la dyspnée jusqu'à l'OAP cardiogénique. Et ça traduit la dysfonction diastolique. Troisièmement, le point le plus important, c'est les signes d'hypoperfusion périphérique. Donc c'est les conséquences de cette défaillance de la pompe cardiaque au niveau périphérique. Quels sont les signes d'hypoperfusion tissulaire? Au niveau cutané, c'est la froideur des extrémités et les marbrures. Attention, donc c'est lié à la vasoconstriction périphérique. En fait, c'est un mécanisme de compensation. L'oligurie, donc une diurèse inférieure à 0,5 ml par kilo par heure. Les signes de bas débit cérébral, par exemple, on a l'agitation, la confusion parfois. Au niveau abdominal, la souffrance mésentérique, donc la distension abdominale. Au niveau hépatique, on a l'insuffisance hépatique. Ou femme, elle a une question très importante. Est-ce que la cyanose, c'est un signe d'hypoperfusion périphérique? Oui. En fait, c'est un signe d'hypoperfusion et d'hypooxygénation périphérique. Alors, vous voyez que la définition de l'état de choc cardiogénique ne requiert pas une étude hémodynamique. Donc, on peut faire le diagnostic sans étude hémodynamique invasive. Mais bien sûr, attention, il faut les indications un monitorage invasif et on va voir donc les paramètres, comment ils évoluent au cours de l'état de choc cardiogénique. Sur le plan physiopathologique, alors quels sont les mécanismes responsables de la défaillance cardiaque? Donc là, un point important, il faut savoir que le paramètre le plus important qui inclut la défaillance cardiaque, c'est le débit cardiaque. Alors, quels sont les mécanismes de décompensation? On a d'abord les anomalies de la précharge. Il faut savoir que parfois c'est la diminution de la précharge, mais parfois c'est l'augmentation de la précharge. La diminution de la précharge, par exemple, au cours des tachycardies, par diminution de la durée de la diastole, donc un remplissage important, donc le débit cardiaque va diminuer. Ou bien par diminution de la distensibilité ventriculaire, par exemple l'ischémie aiguë, donc dysfonction diastolique, ou la cardiomyopathie restrictive ou hypertrophique, ou bien par augmentation de la pression extraparitale, par exemple comme au cours d'une tamponnade.
Ou parfois, c'est une augmentation de la précharge qui est délétère. Par exemple, au cours d'une insuffisance aortique ou bien insuffisance mitrale aiguë, ou bien par un shunt gauche-droit, par une perforation du septum, on aura donc une surcharge volumique qui va altérer le remplissage et va être responsable d'une diminution des débits cardiaques. Donc, le QCM, à la fois la diminution et l'augmentation de la précharge. Par contre, pour la post-charge, c'est uniquement l'augmentation de la post-charge. L'ENA, c'est facile à comprendre, c'est un obstacle à l'éjection ventriculaire, comme au cours d'une sténose aortique importante, d'où la diminution du débit cardiaque. On a aussi la diminution de la contractilité, l'inotropisme, par perte d'un territoire contractile, c'est le mécanisme le plus fréquent, l'infarctus du myocarde, ou bien par atteinte diffuse du myocarde, qui m'a fait les myocardites aigus, ou les CMD à un stade terminal, ou une atteinte toxique. On a aussi la diminution extrême de la fréquence cardiaque, c'est surtout les troubles de la conduction. Ou un autre mécanisme qu'il ne faut pas oublier, c'est la synergie de contraction. L'NAZ est chef surtout pour les IDM, des territoires hypokinétiques avec des territoires hyperkinétiques. Donc le sang, le trajet au niveau du VG, puisqu'il y a des modifications géométriques, il va plus avancer de l'apex vers la chambre de chasse. Donc on aura une sorte de diminution des débits cardiaques. Donc les mécanismes séparés, mais en réalité ils sont chevauchés, surtout qui m'a fait l'infarctus du myocarde. On aura certainement un défaut d'inotropisme, une baisse de la fréquence cardiaque parfois s'il y a des troubles de la conduction, ou bien une diminution de la précharge qui est une tachyarrhythmie, parfois une augmentation de la précharge qui a une complication mécanique, etc. Pour la physiopathologie de choc cardiogénique primaire de l'IDM, c'est la cause de loin la plus fréquente, 80% des cas. Donc, on dit une défaillance de la pompe cardiaque. En fait, il y a la dysfonction systolique de VG, donc qui est responsable directement d'une baisse du débit cardiaque et donc de la pression artérielle. Et puisqu'on a une diminution de la pression artérielle, donc on aura une diminution de la pression de perfusion coronaire. Donc, aggravation de la zone ischémique. C'est un cercle vicieux. En plus, on a la dysfonction diastolique, donc l'augmentation des pressions de remplissage du VG, donc une congestion pulmonaire par augmentation des pressions capillaires pulmonaires, donc de l'OAP. Donc on a une hypoxémie et kiff donc une aggravation de la zone ischémique. Donc la zone ischémique ne va plus recevoir un bon débit sanguin et même le débit sanguin, donc il va être hypooxygéné. Pour l'infarctus du myocarde du VD, c'est une entité très importante. Généralement, une congestion pulmonaire. Et le mécanisme donc de diminution du débit cardiaque, c'est plutôt la diminution de la précharge du VG. Alors, le VD il ne va plus éjecter correctement, donc une diminution de la précharge du VG. On a un point très important, c'est que le VD est très sensible à l'ischémie et à l'augmentation de sa post-charge. Donc, dès qu'on a un infarctus inférieur étendu au VD, c'est presque toujours un état de choc cardiogénique. Un point très important en ZF physiopathologie, souvent on gifle que c'est la notion de dysfonction vasculaire. En fait, comme les autres états de choc cardiogénique, on a ce qu'on appelle un syndrome inflammatoire de réponse systémique, le SIRS. Donc on aura la production locale des médiateurs de l'inflammation, l'interleukine 6, le TNF-alpha, le monoxyde d'azote et les peroxynitrites. Donc il faut savoir que ce sont des dépresseurs myocardiques, donc ils aggravent encore le phénomène ischémique. Et ce sont des vasodilatateurs périphériques, donc vont encore abaisser les chiffres tensionnels et ils vont diminuer la sensibilité aux catécholamines. Donc les médiateurs sont très délétères. Maintenant pour les mécanismes compensateurs de l'état de choc cardiogénique, alors on dit le mécanisme intrinsèque, la loi de Frank et Starling, tant je vois la partie physiologie, et les mécanismes extrinsèques. Là, on va développer surtout les mécanismes extrinsèques pour maintenir le débit cardiaque. Alors, on dit le mécanisme nerveux, bien sûr, médié par le système sympathique. La base c'est les barorécepteurs et les chémorécepteurs. La conséquence, donc, c'est une activation du système sympathique, donc une action
médiée par les récepteurs alpha au niveau périphérique, donc une vasoconstriction artériolo-veineuse. Donc la vasoconstriction artériolaire va être responsable d'une augmentation des résistances vasculaires périphériques. Donc là, au niveau des territoires sacrifiés, surtout au niveau de la peau, au niveau du muscle, au niveau splanchnique, pour en fait redistribuer le sang au niveau des organes nobles, le cerveau et le cœur. Et la vasoconstriction veineuse va être responsable d'une augmentation de retour veineux. L'action bêta se manifeste surtout au niveau du cœur, les récepteurs bêta 1, donc ça va avoir un effet chronotropositif, d'où la tachycardie une fois fait les états de choc cardiogénique. Mais généralement au niveau périphérique, on ne va pas percevoir le pouls est généralement filant. Et l'action inotrope positif, donc, qui est un mécanisme de compensation, ok, mais c'est délétère à la khatr, ça augmente la consommation d'oxygène de myocarde. Pour la régulation humorale, on a les deux systèmes. Le système rénine-angiotensine-aldostérone va être activé, bien sûr, et l'angiotensine 2, l'ANA, va participer à la vasoconstriction et va encore sensibiliser le cœur et les vaisseaux aux catécholamines. Et on a aussi l'ADH, la vasopressine, qui a une action vasoconstrictrice Z importante et une action antidiurétique majeure. À côté de ces mécanismes, il faut savoir qu'il y a un mécanisme aussi local au niveau des capillaires, et c'est l'augmentation de l'extraction capillaire de l'oxygène. Avec allège, donc la différence artériolo-veineuse en oxygène va être augmentée au cours des états de choc cardiogénique. Avec allège, parmi les indices, les états de choc cardiogénique, c'est une saturation veineuse centrale en oxygène qui est faible, à 60%. Donc dès qu'on a une saturation veineuse centrale à 60%, je déduis que je suis en état de choc cardiogénique et je dois encore renforcer la thérapeutique, surtout le monitorage de la circulation. Cliniquement, alors, c'est très évident concernant le choc cardiogénique primaire de l'infarctus du myocarde, qui m'a c'est 80%, mais il faut savoir que la survenue d'un état de choc cardiogénique au cours de l'EDM, c'est rare, c'est un événement rare. Question que c'est à peu près entre 5 et 10% des cas. Où la femme a des facteurs prédictifs. Quels sont les IDM qui peuvent évoluer vers un état de choc cardiogénique? Il y a l'âge d'abord. Dès que le sujet est donc âgé, c'est encore un facteur prédictif. La tachycardie à l'admission, une fréquence cardiaque supérieure à 75 par minute, ça prédispose à l'évolution vers l'état de choc cardiogénique. Le diabète, le diabète, c'est généralement associé à des atteintes tritronculaires. Donc les atteintes tritronculaires, ça prédispose à l'état de choc cardiogénique. On a aussi les antécédents d'infarctus du myocarde, un pontage aortocoronaire et les signes d'insuffisance cardiaque à l'admission. Donc le malade qui gêne en IVG déjà, ça prédispose à l'état de choc cardiogénique. Déjà l'état de choc cardiogénique, c'est ce qu'on appelle l'IVG Killip 4, stade Killip 4. Et la localisation antérieure de la nécrose. Donc comme vous savez, qui m'a fait cours l'IDM, c'est généralement à partir d'une masse supérieure à 40% du VG qui est nécrosé. Donc on a un risque d'état de choc cardiogénique. Ça a été fait sur des autopsies, ou l'évaluation de la masse de VG nécrosé. Cliniquement, c'est généralement des patients admis pour IDM. On bat au cours de l'admission, donc dans les 24 premières heures, voire dans les 48 premières heures, qui évoluent vers un état de choc cardiogénique. C'est pas rare dès l'admission, rarement on talqa dès l'admission un IDM directement compliqué d'état de choc cardiogénique. Ou bien sûr, il y a les mécanismes de compensation. Donc le patient va venir pour un syndrome coronarien aigu, donc des douleurs thoraciques infarctoïdes, avec une tachycardie, voire un OAP, mais une tension artérielle qui est d'abord conservée, et puis il va casser sa diurèse, il va être plus dyspnique, et il va abaisser les chiffres tensionnés. Pour les examens complémentaires, mention spéciale à l'échographie cardiaque. C'est l'élément clé. Il va confirmer le diagnostic
va montrer donc des anomalies de la cinétique segmentaire très importantes, va évaluer les débits cardiaques par ce qu'on appelle l'ITV sous-aortique, les pressions de remplissage, le profil mitral et la pression de l'artère pulmonaire systolique. Donc c'est un moyen important de monitorage non invasif. Là maintenant je me dis une question en fait l'examen, citez 4 outils de monitorage de la circulation non invasif. Il y a l'écho cardiaque, il y a le Doppler œsophagien, le dosage de la lactatémie, à la khatre dès qu'on dit une lactate supérieure à 2 mmol par litre, c'est un état de choc. Et la durée, qui m'a dit, c'est la première atteinte périphérique. Et bien sûr, qui m'a dit, les syndromes coronariens aigus, les mécanismes des états de choc cardiogénique au cours de l'IDM, c'est le choc cardiogénique primaire lié à l'étendue de la nécrose. On a les chocs secondaires liés soit à un trouble de conduction, ou à une tachycardie, ou bien une complication mécanique. Les 3 complications mécaniques, la rupture de la paroi libre du VG, la rupture de septum interventriculaire et la rupture du pilier de la valve mitrale. Ou le 3e type de choc, c'est l'IDM étendu ou VD. Donc, on a les signes droits et on n'a pas de congestion pulmonaire. Ou là, il faut savoir que c'est le seul état de choc cardiogénique, presque, où on peut faire un remplissage. Et c'est un remplissage prudent. À la khatr, ce qu'on appelle une sorte d'hypovolémie qui est quasi constante. Donc, dans les autres états de choc cardiogénique, c'est absolument contre-indiqué. Le remplissage, on aggrave la situation. Alors, fait l'état de choc cardiogénique, bien sûr, on va voir après la conduite à tenir détaillée, mais il faut savoir qu'il faut faire une coronarographie en urgence et une angioplastie en urgence. Voir si les lésions étendues et diffuses, un pontage aortocoronaire en urgence. Et ceci, quel que soit le délai. On parle plus de délai fait les états de choc cardiogénique. Pour les autres formes étiologiques, on a les atteintes valvulaires aiguës, surtout l'insuffisance aortique aiguë et l'insuffisance mitrale aiguë, que ce soit au cours de l'endocardite infectieuse ou au cours d'une dissection aortique type A qui atteint la valve aortique, ou bien une désinsertion de prothèse si le malade a une prothèse valvulaire. Là, c'est une urgence opératoire. Il faut aller changer la valve. Par contre, pour les sténoses aortiques serrées, la surface aortique inférieure à 0,7 cm² et les gradients sont très élevés, supérieurs à 40. Donc ça donne une dysfonction diastolique aiguë. Le traitement, c'est une valvuloplastie en urgence. Pas d'indication à un remplacement valvulaire en urgence. Là, c'est généralement récusé par les chirurgiens. L'hémodynamique et les atteintes. Ni TAVI, c'est la valvuloplastie. Akahao. Autre cause, la myocardite aiguë fulminante. C'est un contexte généralement post-viral ou un contexte allergique. Là, il y a une entité liée à la myocardite aéosinophile. Le patient, cliniquement, il a des arthralgies, il a des douleurs thoraciques, il a la fièvre et une sensation de malaise. À l'ECG, on peut avoir des troubles de rythme, voire de la conduction, ou même des troubles de la repolarisation, alors qui mal ST+, c'est ST+-like. Les enzymes cardiaques élevées, donc, ces patients sont pris en charge initialement comme des syndromes coronariens aigus, avec donc le traitement pharmaco-invasif. M'ba'ad qui n'amlou la coronarographie, c'est des coronaires, c'est noir, donc on pense à la myocardite aiguë. Et l'examen à faire, c'est l'IRM cardiaque où on va trouver les hypersignaux T2 évocateurs de la myocardite fulminante. Bien sûr, le traitement il est symptomatique, mais Raoult, ça a un mauvais pronostic, la myocardite fulminante. Une autre entité, ce qu'on appelle la cardiomyopathie de stress ou le Takotsubo. Nous avons des critères de la Mayo Clinic pour définir cette entité. D'abord, les circonstances, la présence donc d'un stress physique ou psychologique qui sera responsable d'une décharge importante de catécholamine. Ça va donner donc des douleurs thoraciques type coronarienne. À l'ECG, on va avoir une sorte de ST+ antérieur, donc un sus-décalage, généralement sans image
au miroir. Et on a une caractéristique importante, les ondes de T inversées, surtout en antérieur. Les enzymes cardiaques sont élevées généralement et la coronarographie, ou bien si on doute parfois, on peut faire un coroscanner et là on va avoir des coronaires sains. Donc, on va faire l'écho-cœur, on peut avoir donc le dysfonction surtout apicale ou médio-ventriculaire, ou l'IRM où on va avoir la ballonisation apicale. Donc on retient le diagnostic de cardiomyopathie de stress. Et la caractéristique principale, c'est le bon pronostic et la réversibilité souvent rapide. Ça attend une échographie cardiaque, on trouve une fraction d'éjection à 30%. Donc on répète après 2 semaines, donc t'as la fraction d'éjection normale à 60 voire à 70%. On a aussi une entité jdida Z, donc les anesthésistes réanimateurs, c'est la cardiomyopathie de péripartum, ou ce qu'on appelle le syndrome de Meadows. Donc généralement ça survient en péripartum dans le dernier mois de la grossesse ou en postpartum jusqu'au 5e mois. Et sans cause évidente, le terrain généralement c'est la race noire, donc ont une prédisposition et ça a tendance à récidiver. Le tableau clinique donc c'est une insuffisance cardiaque qui est globale, gauche et droite. À l'ECG donc pas de signe spécifique. À l'échographie, donc c'est un aspect de cardiomyopathie dilatée carrément. Et le traitement donc c'est la bromocriptine et les inotropes. Donc et généralement le pronostic comme tel c'est pas un bon pronostic. Pour la dissection de l'aorte, elle peut donner un état de choc cardiogénique par 2 mécanismes, soit par une insuffisance coronaire liée à la dissection de la coronaire, généralement c'est la coronaire droite, ou bien la compression extrinsèque par un hématome aortique de l'ostéum de la coronaire droite, ou le deuxième mécanisme c'est l'insuffisance aortique aiguë par atteinte donc de la valve aortique. Le NARA, on confirme le diagnostic par une échographie transœsophagienne péropératoire. Pas besoin d'aller faire l'angioscanner thoracique quand le malade il est instable, en état de choc. Autre étiologie, c'est l'intoxication par les cardiotropes et les cardiodépresseurs. L'ENA a un aspect particulier, l'effet stabilisant de membrane, donc généralement les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques et les antidépresseurs tricycliques. Le mécanisme, il est double, il est dû à un blocage des canaux sodiques rapides de la phase 0 et des canaux calciques lents de la phase 2. Donc question d'examen très importante. Donc à l'ECG, on aura un allongement de QRS. Le traitement spécifique, c'est les bicarbonates molaires, on a les bicar semi-molaires, 42 pour 1000, et ça va régresser. Dernière étiologie, c'est les cardiopathies chroniques terminales, c'est les CMD avancées, et ça constitue donc le stade ultime de la maladie. Pour le monitorage invasif de la circulation, alors quelles sont les indications? Ce n'est plus nécessaire pour le diagnostic positif, il est indiqué uniquement en cas de doute sur la nature de l'état de choc. Parfois, c'est des malades hospitalisés en réanimation qui font un état de choc à composante cardiogénique et septique, c'est fréquent, ou bien poursuivre l'évolution sous traitement, surtout pour les états de choc réfractaires. Donc, nous avons ce qu'on appelle un cathétérisme artériel pulmonaire à l'aide de cathéters de soins et Ganz. Le profil habituel du choc cardiogénique, tout chose est augmenté. Les pressions artérielles pulmonaires, ce qu'on appelle la papou, supérieure à 18 mm de mercure. La pression veineuse centrale supérieure à 15. Les résistances vasculaires systémiques supérieures à 1500. La différence artérielle et veineuse en oxygène supérieure à 5,5 ml. Et donc l'extraction de l'oxygène est augmentée, sauf 3 paramètres. Il y a la pression artérielle, l'index cardiaque, il y a le débit cardiaque sur la surface corporelle, il est inférieur à 2,2 litres par minute par mètre carré, et la saturation veineuse centrale en oxygène qui est inférieure à 60%. Bien sûr, femme chose importante, c'est que la pression artérielle, elle est pincée, donc ce qu'on appelle la pression pulsée, elle est
abaisser la pression pulsée, elle reflète le volume d'éjection systolique ou par opposition à l'état de choc septique, la phase hyperkinétique. Donc très important pour faire le diagnostic différentiel. Il y a deux états de choc qui ont le même profil concernant la pression pulsée. L'état de choc hypovolémique et l'état de choc cardiogénique. Dans les deux, la pression artérielle elle est pincée. Maintenant pour le diagnostic différentiel, juste pour dire que l'embolie pulmonaire grave et la tamponnade ne font pas partie des états de choc cardiogénique. C'est ce qu'on appelle le choc obstructif. Donc c'est des diagnostics différentiels. Mais il y a des cas cliniques. Maintenant pour le traitement, un point important, c'est l'absence de recommandations internationales qui guident le traitement de l'état de choc cardiogénique. Donc on va suivre surtout les recommandations françaises de la Société française de réanimation qui date de 2014. Donc bien sûr, les états de choc cardiogénique, il faut les hospitaliser en milieu de réanimation adéquat. Il faut toujours avoir le réflexe d'arrêter les médicaments, surtout les bêta-bloquants et les dérivés nitrés. Alors, seuls les diurétiques peuvent être utilisés en cas d'OAP cardiogénique. Donc, le Lasix, il peut être utilisé, même s'il est hypotenseur, il peut être utilisé. L'oxygénothérapie à haut débit, elle est systématique. Le CPAP, elle est systématique. GFQCM, elle est systématique. Voire une VSAI avec PEP. Donc, CPAP, fait partie de la ventilation non invasive. Et bien sûr, quand on dit une défaillance neurologique, donc Glasgow inférieure ou égale à 8, ou bien une insuffisance respiratoire aiguë réfractaire au VNI, il faut intuber et ventiler mécaniquement le malade. Donc, la CPAP ou la VNI elle est systématique, ça a un effet sur la respiration et sur l'hémodynamique Z. En fait, ça va diminuer le retour veineux, donc diminuer la précharge. Bon, c'est un effet indésirable, mais le plus important, c'est que elle va diminuer la post-charge du VG. Donc ça va augmenter un peu le débit cardiaque et ça va mettre au repos les muscles respiratoires, donc diminuer la consommation d'oxygène. Sur le plan hémodynamique, alors il faut mettre systématiquement un cathé central, surtout qu'on va utiliser donc les drogues, les vasopresseurs et les inotropes. Le remplissage uniquement fait l'IDM inférieur étendu au VD. Pour les inotropes positifs, alors la drogue de première intention à utiliser, c'est la dobutamine à la dose 5 à 20 gamma km/min au pouce seringue électrique. S'il n'y a pas d'amélioration, la deuxième drogue à ajouter, c'est la noradrénaline. La noradrénaline, c'est surtout l'effet MTA pour maintenir une tension artérielle adéquate. À la khater, ça a un effet surtout alpha, donc effet vasoconstricteur. Bien sûr, il faut monitorer le patient correctement. S'il n'y a pas d'amélioration, on peut ajouter les autres inotropes en deuxième intention, les inhibiteurs de la phosphodiesterase 3, surtout indiqués au clip d'une défaillance de VD. Les sensibilisateurs calciques, le lévocimodin, surtout quand le malade est déjà sous bêta-bloquant. Et en cas de choc réfractaire, on a les supports circulatoires, les HOMA 2 à apprendre, soit le ballon de contre-pulsion intra-aortique ou bien l'ECMO. Bien sûr, t'en as en détail. Alors, on va aborder maintenant chaque étiologie à part. Pour le choc cardiogénique primaire qui complique l'infarctus du myocarde. Alors, comme tout IDM, donc on va commencer le traitement pharmaco-invasif. Là, il y a une remarque très importante. Si le malade il se présente en IDM compliqué d'état de choc cardiogénique, dès l'admission, il ne faut pas donner la dose de charge de clopidogrel, sauf après la coronarographie. Si la couro, par exemple, on a des lésions tritronculaires, on va opérer en urgence le malade, faire un pontage, on aura des problèmes et un risque hémorragique élevé. Donc il faut patienter, nous donner le clopidogrel qu'après la coronarographie. Donc on va donner la gamme, l'aspirine et l'anticoagulation par l'héparine. Et il faut faire la couro en urgence, une ATC si c'est possible, voire un pontage aortocoronaire en urgence. La thrombolyse, elle n'est pas indiquée. La thrombolyse, elle est
peu efficace. À la khatr, on a la diminution de la pression artérielle moyenne, donc le produit il ne va pas arriver rapidement au niveau des coronaires. En plus, la pénétration dans le thrombus va être faible et vu l'acidose, l'activation donc du plasminogène en plasmine, elle est inhibée. Donc, le thrombolyse, vraiment, c'est impossible de faire la coro en urgence. On peut tenter la thrombolyse. Bien sûr, l'attitude très importante, c'est le scoop indrain. Donc, il faut rapidement parvenir le malade à la salle de cathé. Ça sert à rien de stabiliser le malade et d'essayer donc de différer la coro. Néanmoins, donc, je n'ai déjà hâtiné sous d'obus, bien sûr, et sous drogue. On va le coro. Si on a revascularisé le malade, on peut laisser donc ce qu'on appelle un ballonnet de contre-pulsion intra-aortique au niveau de l'aorte thoracique descendante qui va en fait se gonfler en diastole. Donc ça va améliorer la perfusion des coronaires qui se fait surtout en diastole et ça va se dégonfler brutalement en systole. Donc comme un effet de chasse, il va diminuer la post-charge de VG, donc augmenter le débit cardiaque. Le ballon de contre-pulsion intra-aortique n'augmente pas la survie. Donc là je me dis que c'est une question. Par contre, il est bien parce que donc il diminue le taux donc de complications à type de réinfarctus et de rethrombose. Pour les troubles de rythme, alors il faut immédiatement donc faire un choc électrique externe pour réduire le malade et donner la dose d'entretien de corps d'aran. Pour l'infarctus de VD, qui m'a dit الحاجات زايدين donc le remplissage qui est prudent, ou la dobutamine aussi et les inhibiteurs de la phosphodiesterase, le milrinone ou l'inoxymone qui se donnent donc par des perfusions lentes sur 24 heures et bien sûr l'angioplastie en urgence. Pour le RAO qui m'a dit donc c'est une valvuloplastie. Pour la myocardite c'est la dobutamine voire le support circulatoire. Pour les troubles conductifs, donc, l'atropine, et si on a une cardiopathie non ischémique, c'est l'usuprel avec une sonde d'entraînement électrosystolique. Et si ça complique une cardiopathie ischémique, c'est la dobutamine, bien sûr, en attendant la coro et l'angioplastie. Pour la question de pharmacologie, maintenant, alors pour les inotropes positifs, on a 3 inotropes. On a la dobutamine, qui est l'inotrope de première intention. On a le lévosimondan, les sensibilisateurs calciques maujoud uniquement en l'hôpital militaire. Et les inhibiteurs de la phosphodiesterase 3, le milrinone et l'inoxymone, les maujoudin fi Tunis. Alors pour la dobutamine, la dose c'est 5 à 20 gamma kilo par minute. Et là surtout une action bêta, donc une action bêta 1 sur le cœur. Donc ça va stimuler l'adénylate cyclase qui va transformer l'ATP en AMP cyclique. L'AMP cyclique qui va activer la protéine kinase qui elle-même va agir au niveau du réticulum sarcoplasmique et va favoriser la sortie de calcium qui est nécessaire pour la liaison entre l'actine et la myosine. Et ça va augmenter la force et la vitesse de contraction. Donc ça va augmenter le débit cardiaque et le volume d'éjection systolique. Donc elle a un effet aussi bien chronotrope qu'inotrope positif. Pour l'action sur les récepteurs bêta-2 au niveau du muscle vasculaire, donc elle a un effet vasodilatateur. Ça va diminuer la précharge et la post-charge du VG. Comme effet indésirable de la dobutamine, d'abord donc elle va augmenter le besoin de myocarde en oxygène puisqu'elle va augmenter la fréquence cardiaque et la contractilité. Les effets indésirables, donc elle peut abaisser la tension artérielle, la dobutamine, et le risque bien sûr arythmogène. Pour les sensibilisateurs calciques, le lévosimondan, l'effet MTAOI, en fait, il va augmenter la sensibilité au calcium des cardiomyocytes sans interagir avec les récepteurs. Et de ce fait, il a uniquement un effet inotrope positif, donc ça ne va pas augmenter les besoins de myocarde en oxygène et il n'a pas d'effet arythmogène presque. Il est indiqué que le malade est déjà sous bêta-bloquant. Pour les inhibiteurs de la phosphodiesterase 3, ils vont en fait agir au niveau de l'enzyme phosphodiesterase 3 qui dégrade l'AMP cyclique en AMP. Donc ils vont inhiber cette enzyme, vont augmenter l'AMP cyclique intracellulaire, d'où l'action donc de l'AMP cyclique qui va
activer la protéine kinase qui va faire sortir le calcium du réticulum sarcoplasmique et donc l'effet inotrope positif indépendant aussi des récepteurs bêta à utiliser en cas de défaillance de VD surtout. Maintenant pour les vasopresseurs, alors le vasopresseur en première intention c'est la noradrénaline qui est un puissant stimulateur alpha, donc la vasoconstriction va élever la tension, un faible stimulateur bêta 1 et c'est la catécholamine la moins arythmogène. La dopamine elle n'est plus utilisée là. Pour l'adrénaline en fait c'est un vasoconstricteur alpha et c'est un inotrope et chronotrope positif bêta 1 mais son utilisation dans l'état de choc cardiogénique elle est décalée à l'arythmogénicité est très arythmogène l'adrénaline. En plus elle entraîne donc des hyperlactatémies majeures qui vont fausser la surveillance de l'état de choc par le dosage des lactates. StudyGate Digital Learning Technologies.